Bonjour de Gaza. Gaza toujours sur blocus, Gaza les difficultés, mais Gaza la résistante, Gaza la volonté, Gaza la vie, Gaza la liberté, Gaza le courage, Gaza la détermination, Gaza la dignité, Gaza la coopération franco-palestinienne et Gaza l'espoir. Aujourd'hui, mercredi 27 février 2013, il fait beau à Gaza. Au plaisir de vous retrouver en direct depuis cette émission depuis Gaza avec cette émission exceptionnelle. Aujourd'hui, le mercredi 27 février, on a l'honneur et le plaisir d'inviter un prof de philosophie de l'Université de Metz en France, actuellement en visite dans la bande de Gaza. Et on va essayer un peu de débattre avec lui sur son livre, sur ses intérêts pour l'architecture. Au début, donc, nous rendons un grand hommage au penseur humaniste Stéphane Hessel qui nous a quittés hier. Donc, c'était un grand soutien pour les droits de l'homme et c'est un soutien pour la paix et la justice. C'était un homme de paix, un homme de justice qui nous a quittés, donc pas seulement la France et pas seulement ses amis qui sont tristes, mais les Palestiniens, les amis. Il ne faut pas oublier qu'il est venu à Gaza en 2009. Ils ont eu l'honneur de la rencontrer. Il était plus que jamais plus déterminé pour les droits donc fondamentaux du peuple palestinien. Et qu'à partir du mois de mars, on va arrêter donc notre émission à cause de mon absence et pour faire le bilan, on reprendra en avril notre émission. Aujourd'hui, notre invité est Monsieur Benoît Goetz, professeur de philosophie à l'Université de Metz, qui vient nous rendre visite à ce studio de jeunes journalistes. Bienvenue, Monsieur Goetz. Merci, bonjour, je suis très heureux de votre invitation. Merci beaucoup. Très bien, donc c'est un plaisir, c'est un honneur de vous accueillir, de vous inviter dans le studio de la radio des jeunes journalistes comme seule émission francophone. Donc on profite de la présence, de la visite rare de quelques francophones à Gaza. Et donc vous êtes arrivé aujourd'hui via le consulat général de France à Jérusalem, c'est ça? Oui, figurez-vous, je suis là depuis 2 heures et je voudrais commencer par dire à quel point je suis touché, bouleversé par cette venue, cette arrivée, parce que je pense très souvent à Gaza et sérieusement j'y pense quasiment tout le temps. Et le fait d'y être enfin, pour moi, c'est une expérience extrêmement forte. C'est la première fois à Gaza? Oui. Très bien, bienvenue à Gaza. Merci. Vous aurez l'occasion ce soir et demain de découvrir un peu les monuments à Gaza et rencontrer donc le maximum des gens. Donc bienvenue dans notre émission. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les éditeurs francophones? Eh bien écoutez, me présenter très rapidement, je suis professeur de philosophie dans une université de l'Est de la France, qu'on appelle maintenant l'université de Lorraine, puisque celle de Nancy et celle de Metz se sont réunifiées, si on peut dire. Et donc j'ai 57 ans, et j'essaie je crois pas. Par rapport à Ziyad, je suis bien bon. Et donc j'essaie de faire un peu de philosophie, donc de l'enseigner surtout, à vrai dire. Et puis parfois j'essaye de trafiquer un peu des petites choses dans des articles que j'espère un peu originaux. Et je me suis beaucoup intéressé à l'architecture, si vous voulez. J'ai beaucoup travaillé dans les écoles d'architecture. Et je viens de sortir un petit bouquin là qui s'appelle Théorie des maisons, qui est un essai sur, en quelque sorte, non pas sur l'architecture, mais plutôt sur l'habitation, sur les maisons, au sens, les maisons c'est là où on habite, quoi, si vous voulez. Petite question avant de commencer. Je vais pas vous... Mais est-ce que c'est vrai que les jeunes et les étudiants en France s'intéressent moins à la philosophie? Ça c'est vrai ou non? Hélas. Si vous voulez, il y a une sorte de plaisanterie qui dit que la philosophie fleurit dans la rue et qu'elle se fane dans les amphis. C'est-à-dire que nous avons très peu d'étudiants, il m'arrive de faire cours à 3 étudiants. Mais pourquoi? Les philosophes, les penseurs, c'est eux qui ont participé à... C'est pour ça qu'elle fleurit dans la rue, parce que c'est très à la mode, il y a des philosophes connus qui interviennent tout le temps. C'est pas sûr que c'est les meilleurs d'ailleurs, ceux qu'on voit partout. Mais je vais vous expliquer très simplement pourquoi. C'est parce que la philosophie est enseignée au lycée en France, ce qui est d'ailleurs une exception par rapport à beaucoup d'autres pays où elle n'est pas enseignée. C'est un modèle un peu difficile, c'est ça? Et non, c'est pas ça qui explique le peu d'étudiants, c'est qu'elle n'est enseignée qu'en terminale.
Donc il y a finalement assez peu de professeurs de philosophie et donc dans les concours de recrutement comme le CAPES et l'agrégation, il y a très peu de places, 30 places pour toute la France si vous voulez. Et donc comme les étudiants se soucient un peu de leur avenir, ils ont raison, nous n'avons que des passionnés, donc c'est très agréable d'enseigner finalement à peu d'étudiants qui sont très passionnés. Figurez-vous, ça c'est une tendance, même chez nous, c'est une tendance générale, mondiale, donc partout dans le monde, y compris dans les universités palestiniennes et à Gaza en particulier, il y a moins d'étudiants qui s'intéressent aux sciences humaines, à la littérature, à la poésie, et on se tourne vers l'économie, le management. Les nouvelles technologies comme ça. Hélas, ça on ne peut pas s'en plaindre, mais il faudrait qu'il y ait une place peut-être de la philosophie, de la littérature dans ces disciplines elles-mêmes, si vous voulez. C'est ça qui serait intéressant. Et avant de vous renoncer dans vos livres, dans votre philosophie, parce que j'ai eu votre CV, vraiment, vous avez fait beaucoup d'articles, beaucoup de livres, et c'est intéressant, on va se débattre sur la philosophie et l'architecture, parce que vous vous intéressez beaucoup à la maison, surtout, c'est une notion très importante pour vous, même pour nous, les Palestiniens. On dit encore qu'il y a moins de philosophes engagés et humanistes dans le monde. Est-ce que ça c'est vrai on peut être engagé et ne pas être humaniste. On peut être humaniste et ne pas être engagé. Peut-être que là aussi, effectivement, par rapport aux années 70, tout à l'heure, je vous parler peut-être un peu d'un philosophe qui s'appelle Gilles Deleuze, par rapport aux années 70, 80 encore, où beaucoup de grands philosophes comme Deleuze, Foucault, Derrida, Lyotard, Barthes, si vous voulez, étaient très fortement engagés, disons-le franchement, à gauche. Et donc du côté, effectivement, peut-être d'un certain humanisme, si vous voulez, et en particulier du côté de la cause palestinienne, pour Deleuze c'est certain, j'en dirai un mot tout à l'heure. On peut dire qu'effectivement, de ce côté-là, il y a aussi un certain déclin, une certaine désespérance politique, si vous voulez, qui ne sera pas fatalement définitive, ça va ressurgir, il y a des périodes pour ça. Il y a actuellement en France un philosophe très engagé qui s'appelle Alain Badiou, qui continue à maintenir l'idée du communisme, ou d'un nouveau communisme, de quelque chose qui serait à la suite du communisme. Donc tout n'est pas absolument perdu. Je vois que vos livres se focalisent sur l'architecture et la philosophie. Oui. Pourquoi? Est-ce que ça c'est un choix? Alors, est-ce que lié à votre travail dans les maisons, dans les écoles d'architecture? Donc voilà. Si vous voulez, j'ai commencé à m'intéresser à l'architecture comme tout le monde, quand j'étais petit, quand je voyageais, quand je voyais les bâtiments. Et puis quand je suis rentré dans la philosophie, je me suis spécialisé du côté de ce qu'on appelle philosophie de l'art ou esthétique, si vous voulez. Donc c'est de là qu'est venu en quelque sorte mon intérêt pour l'architecture. Mais c'est pas tellement à l'architecture elle-même que je me suis intéressé dans mon dernier petit livre, c'est sur la question de l'habitation du monde. Qu'est-ce que ça signifie habiter? Qu'est-ce que c'est qu'une maison au sens qu'est-ce que c'est que habiter le monde? Et donc là je me suis tiré un peu peut-être dans un héritage qui viendrait du philosophe allemand Heidegger, qui a écrit un article qui s'appelle Bâtir, habiter, penser, où il montre qu'il y a un rapport profond entre l'habitation, Wohnen, et le penser, le Denken, si vous voulez. Donc j'ai tenté de faire une suite un peu de ce motif, de ce thème, en n'étant pas d'ailleurs heideggerien du tout, je serais plutôt du côté d'un philosophe dont j'aimerais bien vous parler tout à l'heure, qui s'appelle Gilles Deleuze. Et puis, il n'y a pas que les philosophes ou que les architectes, je pense que comme vous êtes vous-même poète, je crois que les poètes ont beaucoup à nous dire sur ce que c'est qu'une maison et ce que c'est qu'habiter. Déjà, nous avons un appel, oui. Allô, oui. Allô. Mahmoud Darwish, dont j'aimerais, si vous le permettez, tout à l'heure lire un poème. On sait que on a un appel après. Allô, bonjour. Oui, ah oui, d'accord, bien sûr. Allô, oui. Oui, vous m'entendez? Oui. Quel appareil? Je suis un étudiant libanais à Corté et je souhaite faire une petite intervention. En Corse. En Corse. Allô? Oui, je vous entends. On vous écoute, pas. Oui, alors, je voudrais juste rappeler qu'aujourd'hui, c'est la fête de Georges Abdallah, un prisonnier communiste libanais dans les prisons françaises. Dans les prisons françaises, Il était censé sortir depuis longtemps et il est encore en prison. Je l'ignorais. Voilà. Je l'ignorais. Est-ce que vous avez des questions à notre invité, le philosophe Benoît Goetz? Donc aujourd'hui, notre émission, c'est une émission plus ou moins culturelle. Donc on profite de l'arrivée et de Benoît Goetz à Gaza. Donc est-ce que vous avez une question? Donc je vous ai pas entendu. Est-ce que vous avez une question à poser à Monsieur Benoît Goetz, donc le philosophe, donc notre invité aujourd'hui? Parce que le thème aujourd'hui, c'est architecture et maison. Donc, c'est un thème plus ou moins... Non, malheureusement, j'ai pas de questions à propos de ce sujet. Je voulais juste rappeler qu'aujourd'hui... Merci beaucoup pour votre appel. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre appel, comme ça. Merci.
Donc voilà, on revient à vous, Monsieur Gautz. Donc l'importance, donc ça veut dire ici, si je comprends bien, qu'il y a une relation entre maison et pensée. Donc Oui. c'est à travers quoi? La forme, la construction. Dites-nous. Je reprendrai peut-être la phrase du poète allemand Friedrich Hölderlin qui dit l'homme habite en poète. Si vous voulez. Donc je pense qu'il y a un rapport profond entre le fait d'habiter le monde, ou de même, on pourrait même plus dire créer un monde autour de soi, façonner un monde autour de soi, et le fait de penser. Et donc, avant de parler peut-être de philosophie, je suggère qu'on en reste un peu à la poésie. Vous avez prononcé tout à l'heure le nom de Mahmoud Darwish, que beaucoup de Français lisent en français, tout en l'écoutant d'ailleurs aussi en arabe, sans comprendre ce qu'il dit. Et si vous le permettez, j'aimerais bien lire un court poème de Mahmoud Darwish, qui est extrait d'un recueil d'une anthologie qui porte le titre « La terre nous est étroite ». Oui. Et le poème s'intitule « Étranger dans une ville lointaine ». Il est de 1969. Donc pardonnez ma lecture en français, c'est fort dommage, je pense que ce serait plus beau en arabe. « Quand j'étais petit et beau, la rose était ma demeure, les sources étaient mes mères, la rose est devenue blessure et les sources sont désormais soif. As-tu beaucoup changé ? Je n'ai pas beaucoup changé. Lorsque nous rentrerons comme le vent à la maison, scrute mon front, tu y verras les roses, palmiers, les sources, sueurs, et tu me retrouveras tel que j'étais, petit et beau. En feuilletant cette anthologie de Mahmoud Darwish, je me suis aperçu qu'il parlait tout le temps de maison. Et sans doute n'est-ce pas étonnant de la part d'un Palestinien qui connaît ce que c'est que d'avoir quitté sa maison. C'est ce dont il parle d'ailleurs dans le poème que je trouve extrêmement beau. La maison, c'est là où on peut rentrer, c'est là où on désire rentrer, donc ça peut être beaucoup d'autres choses que ce que nous imaginons simplement sous le nom de maison, à savoir une construction, un appartement. Lorsqu'on dit je rentre à la maison, ça veut dire je rentre chez moi en quelque sorte. Donc qu'est-ce que vous avez retenu de ce poème donc, de Mahmoud Darwish? C'est son attachement à la terre, à la maison, c'est ça? Exactement, je dirais à la terre, qui est aussi l'enfance en un sens, et la beauté, et que peut-être que ce désir, que la maison est fondamentalement en rapport avec un désir d'habiter et d'être là. Du rester, oui. Et de rester. Mais je ne suis pas spécialiste de poésie, je pratique Vous êtes spécialiste de tout. une discipline voisine qui Poésie, est... philosophie, Voilà, pensée, on peut comme dire- ça. on Vous peut n'avez dire- rien laissé à Zia. On peut dire que la philosophie est... Je crois que c'est une image qu'emploie Heidegger d'ailleurs. C'est comme une montagne qui est voisine d'une autre montagne. Les deux sommets sont très éloignés, mais ils peuvent s'observer l'un Est-ce que vous l'autre. pouvez Oui. dire un petit mot sur votre dernier livre très intéressant, Théorie des maisons? Alors, oui, Quand vous parlez théorie, ça veut dire l'aspect Alors, théorie, référence ou je voulais donner un titre un pensée peu, philosophique? c'est à la fois un peu ambitieux de parler de théorie, et puis c'est aussi un peu Parce que c'est enfantin, un titre les maisons. pour les Oui. philosophes, non? Alors, si vous voulez, j'ai rappelé que le mot théorie, ça signifie voir, contempler. Ça signifie aussi même un défilé, une théorie. C'est une défilé. Donc, théorie des maisons, c'est un peu un défilé à travers certaines grandes philosophies du XXe Et siècle. pourquoi vous avez ajouté le mot de surprise? Alors, parce que Surprise justement, d'habiter une maison, on a l'impression que habiter, c'est la chose la plus familière et habituelle qui soit. Et j'ai voulu montrer qu'il y a bien des surprises qui sont Surprise de quoi? possibles. D'habiter, de choisir le... Surprise la d'être maison. au monde, ou de rencontrer dans la maison, ne serait-ce que par la fenêtre ou sur le toit ou sur la terrasse, quelque chose qui est de l'ordre du monde, de la ville. La maison n'est jamais fermée. Une maison fermée serait une prison, hein, ou un hôpital ou un asile. Vous évoquez des choses très intéressantes que malheureusement avec ce monde, ça nous manque beaucoup. Ça me rappelle mes études Ah oui. de la littérature et la philosophie française. Continue. s'il Alors vous donc, plaît. c'est vrai, j'ai pris une idée très simple. Je me suis dit que peut-être on pouvait trouver dans toutes les grandes philosophies une maison. C'est-à-dire qu'on habite aussi le monde en pensant, c'est ce qu'on disait au début de l'émission, et que dans toute grande pensée, dans toute grande philosophie, il y a une manière particulière d'habiter le monde. On n'habite pas le monde chez Platon comme chez Aristote, ou comme chez Schopenhauer, ou comme chez Nietzsche. Donc cette idée-là, je l'ai volée à quelqu'un, je l'ai prise à un philosophe qui s'appelle Martin Buber, et puis Martin Buber a écrit une sorte d'histoire de la philosophie dans un livre qui s'appelle Le problème de l'homme, où il prend cette optique, cette perspective de l'habitation du monde pour revisiter l'histoire de la philosophie. Puis je me suis dit, tiens, je vais continuer son travail. Et donc dans ce petit livre, j'aborde des philosophes du XXe siècle, hein, Deleuze, Derrida,
Emmanuel Lévinas et d'autres, Derrida, oui. Et j'essaye d'envisager leur philosophie du point de vue de... Il est sorti en 2011, 2012? Oui, 2011, je crois. Oui. Verdier. Chez Verdier, oui, chez Verdier. C'est très bien. Et vous êtes très attaché au philosophe Gilles Deleuze, Oui. c'est ça? Oui, et j'ai tenu d'ailleurs à en parler en Palestine, puisque hier j'ai fait une intervention à Ramallah, l'Institut français. J'ai choisi d'évoquer ce philosophe. D'abord parce qu'il m'est très proche. J'ai suivi son enseignement pendant 1 an. Il m'a beaucoup marqué. Je suis pas le seul en France. Beaucoup de monde lise et travaille à partir de Deleuze. Mais j'ai pensé que c'était bien de parler de Deleuze en Palestine, dans la mesure où c'est un philosophe, là, pour le coup, qui s'est toujours et très nettement engagé du côté de la cause palestinienne, si vous voulez, De la justice en Palestine, normalement. de la justice en Palestine, on peut dire ça, c'est mieux de le dire comme ça, effectivement. Et donc j'évoquerai rapidement 2 articles qu'il a écrits. Un entretien avec Elias Sambar qui s'appelle Les Indiens de Palestine, qui est paru en Libération en 1982. Et un article que je trouve très beau qui s'appelle Grandeur de Yasser Arafat, qui a été publié dans la revue d'études palestiniennes dans le numéro 10 en 1984. Donc ce que j'ai essayé pour résumer rapidement ce que j'ai essayé de dire dans ma conférence, c'est que si Gilles Deleuze a cet engagement, ce n'est pas du tout simplement pour des questions d'opinion, on peut avoir toutes sortes d'opinions, c'est parce que c'est forcément en rapport avec sa pensée qui est une pensée de la terre, du territoire, de ce qu'il a appelé avec Félix Guattari territorialisation, déterritorialisation, reterritorialisation. Ah, je suis content, j'ai réussi à prononcer ces mots un peu bizarres. Et donc, j'ai voulu montrer en quoi l'engagement, peut-être pas humaniste là pour le coup, de Deleuze, pas humaniste parce qu'il s'intéresse beaucoup aussi aux animaux, aux bêtes, à toutes sortes de choses. L'engagement de Deleuze était forcément inscrit dans sa philosophie, si vous voulez. Voilà. Parce qu'il y a une phrase très importante qu'il a dit, l'architecture est le premier des arts. Ça, c'est Gilles Deleuze. Oui. Donc, c'est pour ça, vous êtes marqué, inspiré de Gilles Deleuze? Vous écrivez beaucoup sur les maisons, l'architecture. Oui. J'ai beaucoup pris chez lui, beaucoup. C'est ce qu'il souhaitait de Deleuze. Il voulait dire que sa philosophie serve aux autres. Il parlait parfois de boîte à outils. Foucault parlait de boîte à outils. Donc ce n'est pas mal de piquer ainsi des concepts pour essayer de les faire retravailler. Donc dans qu'est-ce que la philosophie, et aussi dans son gros livre qu'il a écrit avec Félix Guattari qui s'appelle 1000 plateaux, Deleuze dit une chose très étonnante, qu'aucun philosophe n'aurait admis, que personne n'est prêt facilement à admettre, c'est que les animaux sont des grands artistes. Et que donc, comment sont-ils des grands artistes? Justement en bâtissant des territoires, en établissant des territoires, en se territorialisant au moyen de... Il faut partager cet avis avec lui, non? Je sais pas, c'est un peu une provocation. Mais Deleuze ne dit pas que le grand art, c'est pareil que le fait de... Mais il dit qu'il y a des oiseaux qui sont capables le cénopoétesse, je ne sais plus, qui est un artiste complet, qui est capable d'installer une piste avec des feuilles, de danser, de chanter, etc. Enfin, vous voyez, au moyen du chant, par exemple, les oiseaux créent leur territoire, si vous voulez. Donc, il y a un rapport profond entre l'art et le territoire, et la maison. Donc, la maison, donc, c'est pas forcément l'architecture ou la construction, c'est le fait d'établir quelque part sa demeure, son chez-soi. Et cela peut d'ailleurs être intriqué avec d'autres demeures et d'autres territoires. Si on prend une forêt, si vous voulez, il y a de multiples territoires qui se superposent, etc. Ça pourrait être un modèle d'ailleurs pour les humains, pour apprendre à vivre ensemble. Et en arrivant dans le territoire palestinien, Jérusalem, Ramallah, aujourd'hui à Gaza, vous n'êtes pas attiré par l'architecture, donc des maisons, peut-être vous avez eu l'occasion de visiter des maisons. Est-ce qu'il y a une différence entre la maison en France et la maison en Palestine? Il y a une différence, c'est la même? Je connais beaucoup de maisons méditerranéennes. Pour le moment, j'ai pas encore beaucoup eu le temps d'explorer les maisons de Palestine, si vous voulez. Mais ce qui frappe, si vous voulez, c'est d'abord les murs, si vous voulez. Ce qui frappe quelqu'un qui s'intéresse à l'architecture, c'est l'omniprésence des murs et ça, je crois que c'est aussi un point de vue important de Nous travaillons pour le pont et eux, ils construisent les murs, oui, c'est ça. En quelque sorte, si vous voulez. Et je crois que c'est intéressant justement de penser en termes d'habitation du monde, parce qu'une violence peut être exercée contre un peuple, si vous voulez, alors même que, bon, par ailleurs aussi, il se fait violenter de manière extrêmement brutale. Mais il y a une violence qui passe plus inaperçue, c'est de rendre les espaces inhabitables, si vous voulez,
de créer des situations telles que il n'y aurait peut-être plus qu'une solution, c'est de rêver de partir et de s'en aller, parce que c'est absolument étouffant et inhabitable. Les géographes français ont créé un mot pour ça. À partir d'une analyse de la Cisjordanie, des géographes français proposent le terme un peu barbare de spatiocide, c'est-à-dire le fait de volontairement porter atteinte à l'espace, de tuer l'espace. Parce qu'après tout, l'espace, c'est pas l'espace mathématique, l'espace humain est un espace vivant, hein, c'est justement ces territoires dont nous parlions tout à l'heure, et donc on peut volontairement porter atteinte, si vous voulez, à un peuple en rendant son espace totalement inhabitable. Ça serait ça. Merci beaucoup pour spatiocide. ces explications très désirées. On va prendre une pause. Merci. On s'excuse, nous avons un appel. Allô, oui? Allô? 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 Allô, oui? Bonjour, vous allez bien? Oui, allô? C'est Ahmed El-Masri. Oui? Malheureusement, à cause des problèmes techniques, j'ai pas arrivé à vous à écouter l'émission dès le début. Mais sur Internet, vous pouvez les suivre, oui. Et même, je vous écoute pas bien parce que... Oui, il y a des problèmes techniques, on va dire. Au début, je souhaite le bienvenu à votre invité. Merci. Et je trouve que cette émission est très intéressante. Je suis en train de vous écouter et de suivre l'émission en ligne. Oui. Moi, j'aimerais seulement mentionner que la philosophie, c'est la science qui est à l'origine de presque toutes les sciences qui existent maintenant. En plus, je suis un peu triste parce que le rendez-vous ou la conférence au département a été annulée. J'espère qu'on aura l'occasion de le recevoir une autre fois dans le département de français, parce que je trouve que c'est très intéressant pour nous, pour profiter un peu de son expérience. C'est pour cela nous on l'a invité, parce que... Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez une question à poser à monsieur le professeur? Oui. Cette conférence, j'y tenais beaucoup, j'en avais fait une à Ramallah et qui s'est très bien passée. Il y avait un public qui n'était pas forcément très nombreux, mais assez tard le soir, quand même, une quinzaine de personnes qui m'ont posé des questions extrêmement intéressantes et enrichissantes. Il y a un décalage entre l'émission en ligne et sur le téléphone. J'aimerais seulement savoir comment nous, les étudiants du département de français, on peut profiter de la science de la philosophie, par exemple. Malheureusement, cette conférence qui devait avoir lieu aujourd'hui a été... Comment on peut lier le domaine de français langue étrangère avec la philosophie? Eh ben, je crois que ce sont des disciplines assez proches et qu'on peut pas faire merci beaucoup. On peut pas faire de philosophie sans faire de littérature, sans lire de la littérature. Et puis je crois qu'inversement, quelqu'un qui s'intéresse à la littérature peut-être peut trouver intérêt à la philosophie. Non, c'est quand même deux disciplines qui sont différentes. On pourrait dire que la philosophie c'est une littérature un peu ennuyeuse, peut-être. Je plaisante. En tout cas, merci Ahmed pour votre appel. Donc c'était un appel. Dommage, il y avait quelques problèmes donc liés au passage. C'est pour cela ils sont arrivés en retard. Mais merci pour Monsieur Benoît God, donc de sa présence donc dans la radio, qui est en train de parler des choses très intéressantes. Que ça vous nous rappelle un peu l'âge un peu d'or des études philosophiques, des pensées, donc c'est très important. On va prendre une pause et on revient.
Voilà, bonjour de Gaza. Donc aujourd'hui, c'est une émission exceptionnelle. Donc on parle de l'architecture et la philosophie. C'est un thème très important. Donc nous avons le plaisir et l'honneur d'inviter M. Benoît Gotz, donc professeur de philosophie à l'Université de Metz, qui est en train de parler pas seulement de son dernier livre très intéressant, mais il est en train de parler un peu de beaucoup d'éléments très importants qui touchent surtout donc la maison, et il a évoqué un peu un poème très intéressant de Mahmoud Darwish et très émouvant.
Et il a parlé un peu de la notion de la maison. Donc avant la pause, vous pouvez pas... Vous voulez continuer? Qu'est-ce que vous avez commencé? Vous voulez parler Écoutez, continuons. Oui, Ce oui. que nous dit Gilles, c'est que une maison, c'est ce qui permet de toucher terre. Je me demande s'il n'y a pas, je suis pas du tout malheureusement arabisant, mais s'il n'y a pas un mot de l'arabe classique, el manzel, oui. dans la signification, Manzel, il y a oui. bête ou dar, mais dans la Il y a signification... la maison ici, mais nous avons un appel là-bas. Oui, on vous écoute. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Ziad. Qui? C'est Ahmed l'Oustaz. Ahmed. On vous écoute, Ahmed. Je souhaite le bienvenu à vos invités. D'accord. Merci. Très bien. Vous êtes exactement, vous souhaitez bienvenue. Vous êtes au travail, vous reculez. Vous reculez. Oui, Ahmed, on t'écoute. Oui. Est-ce que tu as une question à dire à Monsieur Benoît Goetz, notre invité d'honneur aujourd'hui à Gaza? Je voulais leur dire que c'est dommage qu'ils aient pas pu venir au département aujourd'hui. Parce que vous étiez Et malheureusement, Je devais faire une conférence avec en direct. du fait d'un retard accidentel. Ça arrive, nous sommes à Gaza. Ça arrive. Gaza toujours sur blocus. Oui, est-ce que vous avez, donc c'est pour cela, je tiens à remercier Monsieur Benoît Goetz parce qu'il a fait le plaisir, et je remercie les gens de Conseil de France qu'ils ont accepté, donc c'est eux qui ont fait l'initiative de faire venir Benoît, donc je remercie donc le Conseil général de France pour ses efforts, Monsieur Philippe Cabrel qui devait venir, mais il a Philippe Capler qui a beaucoup fait pour beaucoup d'entretiens pour les l'émission. bourses, pour sélectionner des bourses, mais donc on tient à maintenir cette émission et Monsieur Goetz, donc avec beaucoup de gentillesse, il a accepté de venir ici. Donc c'est pour cela qu'on continue via l'audiovisuel, via la radio. Donc Ahmed, si tu as une question à poser directement à Monsieur Benoît, donc on t'écoute. En fait, j'ai pas de questions, mais c'est dommage qu'on n'ait pas arrivé à assister à cette conférence. Ce n'est que partie remise, comme on dit en français, j'espère. Malheureusement, maintenant, il n'y a pas d'électricité chez moi, donc je suis obligé de la suivre dans la nuit quand l'électricité arrive. Aucun problème. En tout cas, merci beaucoup Ahmed pour ton appel. Très gentil de ta part. Au revoir. C'est vrai, Monsieur Goetz, donc vous étiez attendu au département, et pas seulement les jeunes étudiants, mais il y a beaucoup de francophones qui ont... Oui, ce matin à 11h. Oui, c'était à 11h, était prévu au département de français, mais malheureusement... technique, si je puis dire, on n'a pas pu... toucher terre ici, puisque je parlais de toucher terre, on a un peu pu toucher Gaza. La terre, maison, comme ça. Avant le début de l'après-midi. Mais peut-être qu'on trouvera d'autres occasions. Je reviendrai, j'espère, l'année prochaine. On espère comme ça. Nous avons un quatrième appel, oui. Vous avez beaucoup de choses, Monsieur Goetz, donc voilà, beaucoup d'appels, oui. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour. Voilà une voix féminine, comme ça on change les garçons. On est oui, enfin, je vous allez, appelle madame, de Gaza. mademoiselle, on vous écoute. Bonjour, monsieur Goetz. Bonjour, monsieur Goetz. J'espère que vous... On a problème de voix, est-ce que vous pouvez élever un peu la voix? Qui est l'appareil? Une étudiante de Gaza. Enchanté, mademoiselle. Oui, je vous écoute. J'avais une question pour monsieur Goetz. Oui. J'ai cru comprendre que c'était votre première fois en Palestine. Oui. Et j'aurais préféré avoir lu votre livre avant de vous entendre dans cette émission, mais peu importe, je vais quand même poser mes questions. Je vous ai entendu parler de l'idée qui vous a amené à écrire votre livre, Heidegger, qui a écrit Bâtir, habiter, penser, la comparaison entre Wohnen et Denken. Ça aurait été intéressant que vous développiez sur ce sujet-là, et merci aussi pour votre belle lecture du poème de Dervish. C'est la première fois que j'entendais en français. Ah, je crois que c'est... J'aurais une question. Oui, dites-moi. Puisque c'est votre première fois en Palestine, et suite à ce que vous avez pu écrire dans votre ouvrage Théorie des maisons, quelle est la première chose qui vous a frappé du point de vue de la construction des maisons, de l'architecture? Vous avez pu observer un paysage urbain palestinien. Quelle est la première chose qui vous a frappé quand vous êtes venu en Palestine? Eh bien, que dire? J'ai en peu de temps quand même vu beaucoup de villes
assez différentes. Hébron, Ramallah, c'est bête, ça fait un peu touriste de dire que j'ai aimé Ramallah plus qu'Hébron, mais peut-être que c'est une ville où on respire davantage. Il y a quelque chose de commun malgré tout entre cet urbanisme et ce qu'on voit partout dans le monde de nos jours. C'est une certaine forme d'architecture moderne qui est parfois assez brutale, un béton qui est un peu lourd. Le béton peut être un beau matériau. Et puis il y a encore ici ou là des traces d'architecture ancienne, de maisons, là pour le coup de très belles maisons. Je suis à Jérusalem, dans un endroit où je suis assez élevé, si vous voulez, où je contemple de très belles demeures qui datent peut-être d'un siècle ou deux et que je trouve tout à fait admirable. Donc en Palestine comme partout, il y a une variété d'espaces différents, certains paraissent séduisants. Ramallah, c'est une ville moderne, donc l'architecture est plus ou moins moderne Oui. par rapport à Jérusalem. Jérusalem, c'est Sans doute, historique, oui, c'est ça. sans doute, Jérusalem a tendance à devenir un peu comme beaucoup de villes du monde, une ville musée, hein, où on préserve quelque chose, mais Oui, au niveau de l'architecture. et puis ce qui frappe aussi, pour revenir à notre affaire à laquelle on revient toujours, c'est les colonies, si vous voulez, qui sont comme des... Ce qui est incroyable à Hébron, j'étais à Hébron aussi, si vous voulez, c'est cette colonie au centre-ville qui rend l'espace d'Hébron complètement inhabitable. Et donc on ne peut pas être en Palestine sans le mur et les colonies qui s'incrustent comme ça partout, comme des... Je ne sais pas comment dire, comme des Et donc, si vous deviez développer, Pardon. si vous deviez développer la pensée d'Heidegger sur habiter et Alors, penser l'habiter. Heidegger, c'est un philosophe aussi un peu douteux, mais en tout cas il a eu le mérite, si vous voulez, d'introduire en philosophie cette question de l'habitation comme étant une question centrale. Si vous voulez. Les philosophes, souvent, ils ont la tête un peu dans les nuages, ils s'intéressent plutôt au ciel. Si vous voulez. En cela, ils ressemblent beaucoup aux théologiens. Et Heidegger a ramené un peu la philosophie sur Terre, si vous voulez, un peu comme le philosophe Nietzsche, avant lui, avait suggéré que nous devrions découvrir notre Terre, la Terre des hommes, si vous voulez. Ça, je crois que c'est le titre d'un roman de Saint-Exupéry, Terre des hommes. Et donc, à partir de Nietzsche jusqu'à Heidegger, si vous voulez, beaucoup de gens, et jusqu'à Deleuze, donc, beaucoup de gens ont reconsidéré les affaires terrestres, si vous voulez, donc peut-être les affaires humaines, vous parliez de l'humanisme tout à l'heure, comme étant essentielles, si vous voulez, plutôt que de parler de l'éternité, ou que de parler de l'infini, ou de revenir à des choses absolument concrètes. Qu'est-ce qu'un désert, qu'est-ce qu'une ville, qu'est-ce qu'une maison, qu'est-ce qu'une rue, qu'est-ce qu'une place, qu'est-ce qu'un café, qu'est-ce que... Finalement, profiter. Est-ce que vous avez, mademoiselle Nada, une autre question à notre invité? Parce que je vois Non. que vous intéressez beaucoup à la philosophie, donc Oui, ça est-ce que vous avez d'autres questions? Je suis très heureuse de... On a un problème de voix, mademoiselle Nada, Oui, s'il vous plaît. On a un problème de voix. Aussi. Allô? Est-ce que vous pouvez... Oui? Allô? Vous écoutez? Est-ce que vous m'entendez? Je vous Oui. entends un peu moins bien qu'avant, un peu moins Oui. bien qu'au Oui. début. Je vous entends très mal aussi. Je vais donc écourter mon intervention. Je remercie beaucoup Monsieur Benoît Goetz de m'avoir répondu aussi clairement et merci Monsieur Medjour. Merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, ça se voit que vous êtes vraiment une étudiante brillante. Vous intéressez à la littérature, vous intéressez à la philosophie. La c'est- philosophie en plein cœur de Gaza, sans nul doute. Parce que elle, quand on a annoncé votre venue, peut-être elle a cherché, elle a lu, et ça voit que nous avons des talents à Gaza, non? Ouais. Comme vous voyez. Sa voix était charmante. Voilà, c'est ça la voix. La voix féminine, comme ça, on a changé, parce que des garçons, que des garçons. Donc voilà, donc C'est important aussi pour ce qui est de l'espace urbain, le fait qu'il y ait des garçons, des filles et des enfants. Ce qui m'a frappé aussi beaucoup en venant ici à la radio, à l'instant, c'est les petits-enfants dans la rue. Ça, on ne voit pas en France, voyez-vous. Les enfants, on les tient fermement en main, et on les emmène à l'école et on les ramène dans l'appartement. Le fait que la ville soit habitée par une myriade de petits-enfants. il y a un autre aspect que le département, c'est un département féminin, donc 85% de non. Donc vous avez raté l'occasion de venir rencontrer les... Bon, je reviendrai. Donc voilà, vous serez toujours le bienvenu. Donc voilà, c'était Nada, donc étudiante de français à Gaza, qui a posé beaucoup de questions très intéressantes à notre invité, donc d'honneur, Monsieur Benoît Goetz. Donc je ne vais pas vous dire vos impressions sur votre visite à Gaza. Vous venez de venir dans des conditions plus ou moins difficiles, mais vous pouvez vous dire donc vos impressions en général. Donc vous avez parlé peut-être, Nada, il a posé la question sur qu'est-ce que vous avez
impressionné la première fois que vous avez frappé quand vous arrivez? Non. Donc peut-être l'architecture, les maisons à Ramallah ici, mais moi je cherche d'une façon plus ou moins neutre et objective quelles sont vos impressions en arrivant à Gaza. Je sais que vous étiez en Cisjordanie avec des conférences, des rencontres très intéressantes avec les francophones, avec des studios. Mais à Gaza, donc quelles sont vos impressions donc en arrivant dans cette région, ce blocus toujours? C'était d'abord pour moi un nom, un signifiant, Gaza, et bien entendu une réalité à laquelle beaucoup de Français, dont je suis, s'attachent dans la mesure où nous savons qu'il arrive ici des choses abominables, ne serait-ce qu'il n'y a pas très longtemps, et que nous sommes beaucoup à être littéralement scandalisés et, il faut dire aussi, impuissants. Si, vous faites beaucoup de choses. Donc à lutter contre, on fait des toutes petites choses, pas tout à fait restreintes, j'espère que ce n'est pas rien, mais c'est vraiment... Et sachez que les Palestiniens de Gaza comptent beaucoup sur cette solidarité francophone, ils tiennent beaucoup, soit via l'Institut français de Gaza, le seul centre culturel étranger ouvert à Gaza, les efforts des consulats malgré les conditions difficiles, les passages viennent nous voir et nous rendre visite et parler, discuter projets, et surtout beaucoup de solidaires français qui sont très sensibles à la cause palestinienne. Parce que la cause palestinienne, c'est une cause de justice avant tout. Ils existent heureusement. Malheureusement, il y a aussi beaucoup d'indifférence, c'est-à-dire que les gens sont chez eux et ils ne pensent pas à ce qu'il y a ailleurs ou ce qui est plus lointain et qui ne se rendent pas compte que cela même a beaucoup d'importance pour ce qui leur arrive chez eux. Et ils voient plutôt l'extérieur et les lointains comme une menace ou comme un danger. De sorte qu'en France, malheureusement, comme dans beaucoup de pays, existe une certaine xénophobie, pour ne pas parler même d'islamophobie, du racisme. Donc ce que nous pouvons faire d'abord, nous, peut-être, c'est lutter contre cela dans les médias français, dans notre enseignement. Et vous avez un rôle très important, vous, les penseurs, donc... Comme je vous le disais, nous avons 3 ou 4 étudiants. Donc notre action est restreinte, je crois que c'est une expression du... Mais nous, on a beaucoup d'étudiants au département de français, donc c'est intéressant. On a 75 étudiants, donc ça va. Pour le département de français, donc on s'intéresse beaucoup. Il y a une cause que je m'attache beaucoup parce que je suis monolingue, je ne parle que français, j'ai fait un peu de grec et de latin. Je ne parle que français, donc je suis farouchement attaché à la francophonie. Je suis prêt à lutter farouchement pour la francophonie. Nous encore, on participe à pas mal de... Justement, moi je suis invité en France et au Liban, donc la semaine prochaine, pour des rencontres justement sur la francophonie. Je suis invité à Dunkerque pour le printemps de poètes parce que j'ai écrit 3 recueils en français, donc la francophonie à mon avis, donc c'est très utile. Vous écrivez des poèmes directement en français? En français, oui, j'ai 3 recueils, 2 en France et un au Canada. Le dernier il s'appelle Chez l'Armaton, l'année dernière, Gaza, terre des oubliés, terre des vivants, qu'il a eu beaucoup de succès, qu'il est diffusé partout, et c'est pour ça que j'ai été invité à plusieurs salons de livres, et je serai donc l'invité d'honneur au printemps de poètes de la ville de Dunkerque. Ah bien. Quel avenir pour la philosophie aujourd'hui? Donc ça, on va conclure. Donc est-ce que vous êtes optimiste? Je pense que la philosophie fait partie des sciences humaines, donc est-ce que vous êtes optimiste? C'est une science humaine qui n'en est pas, oui, dans le sens que c'est pas comme la sociologie ou la psychologie, une science qui se rapproche, qui tend à se rapporter aux sciences exactes. C'est une discipline plus créative, ou peut-être plus proche de l'art, justement. Son avenir, je ne suis pas inquiet, sinon peut-être pour son existence au sein des universités. Pour le moment, la philosophie est toujours enseignée. Ça peut être menacé, mais la philosophie elle-même, je ne crois pas qu'elle puisse être menacée, dans la mesure où c'est quelque chose qui, comme l'architecture, est au cœur même de ce que vous nommez peut-être l'humain. Et je crois qu'il y aura toujours la philosophie, et pas seulement l'histoire de la philosophie. Il y aura toujours... Oui, mais les gens accusent la philosophie qu'elle est un peu rigide. On parle toujours des penseurs, mais l'architecture, elle s'adapte. Ça veut dire qu'il y a toujours des nouveautés, il y a toujours l'art. C'est effectivement un préjugé contre la philosophie. C'est pas un préjugé, moi je donne l'avis des jeunes. Donc souvent, on pense que c'est compliqué, de fait c'est souvent un peu compliqué. Après, moi je suis très attaché à la philosophie, à la littérature. Je pense que la différence des mathématiques, c'est une complexité que c'est écrit malgré tout dans les langues que nous parlons, c'est écrit en arabe, c'est écrit en français, et donc on peut très bien se plonger dans la philosophie, s'immerger dans la philosophie, feuilleter des livres de philosophie, sans être comme les philosophes professionnels, des spécialistes du détail des argumentations. Donc n'importe qui peut ouvrir un livre de Nietzsche ou un livre de Deleuze et y trouver quelque chose. Je pense qu'il lui conviendra. Et puis sinon, c'est pas obligatoire. Il referme ce livre et il prend un autre philosophe. Il y a des philosophes qui vous conviennent à un moment donné mieux qu'à d'autres. Oui, faut pas oublier donc le rôle
les philosophes au début, donc, les penseurs, donc Aflaton, Socrate, donc Nietzsche, Freud, même la philosophie arabe, donc elle a donné Évidemment, beaucoup de... et nous avons en France beaucoup de spécialistes de la philosophie arabe. Averroès, comme ça, oui, comme ça. Les médecins Averroès, donc philosophes, donc voilà, donc c'est... Tout cela, c'est très intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour ces explications. Vous voyez un peu, nous, en général, on invite tous les francophones, mais c'est la première fois qu'on invite un spécialiste, et ça, c'est important. Donc, je tiens à vous remercier beaucoup. Je remercie le Consulat général de France à Jérusalem pour ses efforts afin que vous veniez ici, même si les conditions sont un peu difficiles pour venir à Gaza. Est-ce que vous avez un dernier mot, donc, à dire à nos auditeurs francophones, soit à Gaza, soit partout dans le monde francophone? Pour ceux qui habitent à Gaza, j'ai voulu leur dire que je suis extrêmement heureux de replonger dans la rue de Gaza dans quelques minutes, et j'espère y faire des rencontres, et en tout cas donc, voir des choses qui me touchent énormément. Donc je vous remercie beaucoup, monsieur, pour votre... Vous avez quelque chose à dire, donc c'est à vous, si vous voulez dire autre chose sur la philosophie, donc on a 3-4 minutes, donc... 3-4 minutes, ça je vous écoute, sinon... Écoutez, oui. que dire la philosophie c'est une chose qui à la fois... La philosophie résiste, c'est ça? Pardon? La philosophie résiste. Je pense que oui, il y a quelque chose en elle qui ne pourra pas s'éteindre. Ou alors, ça serait. C'est là je reviens à votre terme de l'humain ou de l'humanisme. Ou alors, il y aurait quelque chose de l'homme qui serait touché et atteint si la philosophie disparaissait. Elle peut disparaître. Il y a sans doute des pays où elle n'est pas enseignée, où elle n'est pas publiée, où elle n'est pas. Mais il y a des périodes où elle renaît, où elle ressurgit. Il y a des renaissances. Nous pouvons souhaiter quelque chose aussi bien en Occident qu'en Orient. Quelque chose qui ressemblerait à une renaissance, aussi bien du côté de notre monde européen qui est parfois un peu asphyxié par toutes sortes de soucis qui ne sont pas favorables à la pensée et à la poésie. Et on pourrait dire aussi bien au côté de l'islam, on peut espérer une renaissance de quelque chose que beaucoup de gens appellent un islam des Lumières. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je pense qu'il y a beaucoup à réfléchir et à penser de ce côté-là. Très bien. Merci donc. En tout cas, avec le mot lumière, donc, et avec mon espoir, on arrête. Donc, il y a toujours l'espoir pour la renaissance, donc, de la philosophie, de la littérature. Je pense que ce sont des éléments, des sciences très importantes, et les jeunes doivent s'attacher parce que on a les pensées humaines et l'aspect humain, humanitiste. En tout cas, c'était un grand plaisir, Monsieur Goss, de vous inviter sur le studio. C'était intéressant. Merci beaucoup pour vos efforts. Merci d'accepter notre invitation. Voilà, donc on arrive à la fin de cette émission. On se retrouve le mois d'avril pour l'émission Bonjour de Gaza. À très bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Benoît Goss, donc un professeur de français de l'Université de Metz. Et à très bientôt. Au revoir. C'était Bonjour de Gaza, émission exceptionnelle de mercredi 27 avril 2013. Merci. Au revoir.